permettre, pour les rendre accessibles à nos populations. Parce que ça ne sert à quoi d'écrire un livre si vous voulez d'une littérature populaire, si certaines catégories de la population n'ont pas justement accès à l'écriture. Il faut donner la possibilité à tout le monde de savoir ce que c'est dit, ce que c'est raconté dans nos livres. Donc je pense que un jour, nous arriverons certainement à faire que ces livres soient écrits en lingala, en Kituba, pour permettre aussi à nos parents de les lire et puis de participer aussi au débat. Le débat peut se tenir ici en lingala, en Kituba. Pourquoi pas? Toujours sur les termes utilisés dans ce roman, Diouf a une question là-dessus à propos d'un jeu de mots. Oui, nous savons que le roman constitue un texte à effet de fiction. À cet effet, en abordant certaines thématiques qui cadrent avec la société congolaise, vous n'avez pas voulu dire par là une certaine vérité? Ben écoutez, je sais que l'auteur prend appui sur un fait réel, sur l'exercice un peu maladroite de nos miliciens de l'époque. Donc c'est un fait vécu, un fait réel, à partir duquel commence le roman. Le reste, là, oui, il y a la fiction dans certains événements, certains faits qui sont rapportés, mais en tout cas, à l'origine, de la pensée du livre, telle qu'elle a commencé pour que le livre soit écrit, eh bien, c'était l'appui sur un fait réel, celui de l'interpellation, justement, d'un élève. Ce n'est pas un coup, mais c'est un élève. Le reste, là, c'est l'extrapolation, c'est un jeu de l'esprit pour, justement, faire que l'histoire devienne, si vous voulez, un roman. Voilà. Parlons justement de jeu de mots, le nom de Pierrette Tapi. Oui, Pierrette Tapi, pour son histoire, Pierrette Tapi, vous voyez, c'est une fille qui est née d'une très belle femme, mais qui est une villageoise, c'est-à-dire qu'elle habite le village, elle n'est jamais venue en ville, et elle a eu plusieurs enfants avec des pères différents. Et Pierrette Tapi est censée être justement la fille d'un fonctionnaire qui a travaillé là-bas et qui a obtenu son affectation dans un autre département. Et lorsqu'elle naît, et était également belle comme sa mère, alors son oncle a voulu donc donner une éducation à sa nièce. C'est ainsi qu'il l'a arraché des mains de sa sœur pour l'amener en ville. Et son oncle, qui est un terroriste, je dirais, contre tout ce qu'il voulait demander la main de sa nièce, eh bien, il s'appelle Tapalé. Alors donc, Tapi n'est que le diminutif de Tapalé et de Pierrette. Donc il y a Tapalé, on a pris Ta, et Pierrette on a pris Pi, et ce qui fait donc Tapi. Voilà. Donc c'est le petit nom que Mika donne à Pierrette, et pour lui c'était un genre, une manière donc qu'il trouvait plaisant de pouvoir l'appeler ainsi. Et Dieu merci, il va parler de l'impact de noms. Concernant l'impact ou l'importance des noms, je vais prendre ici à la page 49. Page 49. Serait-ce pour cette raison que nombreux ont refusé leur nom de naissance parce qu'ils le trouvaient déplaisant, préférant ajouter au nom du père celui de la mère ou un autre prénom que celui du baptême pour en faire un nom à rallonger? À rallonge. À rallonge. De cette manière, ils croient changer le cours de leur destin. Question d'avoir plus de chances de réussite. Ainsi, Mbongo Mpasi, pauvre, est devenu Mbongo Mingi, riche. Aujourd'hui, Mampasi, souffrance, peine, est connu sous le nom Esengo, bonheur. Opango sous celui de Pangot. Nono sous celui de Nonolt. Ngouma, Boa, ou Ngumba, porc-épic, s'appelle maintenant Ngoma. Chez certains, cette transformation est fantaisiste, tandis que chez d'autres, elle a une autre signification, celle-là cachée. Ici, je voulais juste savoir, est-ce cette remarque dans le récit est aussi une réalité de la société, de voir les parents qui attribuent certains noms à leurs enfants, ou bien certains jeunes qui changent de nom pour soit
que ça soit bien prononcé ou bien que ça puisse être bien entendu? Est-ce que... Oui, nous sommes dans une société moderne. Vous savez, à l'époque, les noms, on ne les donnait pas n'importe comment. Les noms étaient toujours en rapport avec quelqu'un qui a vécu dans la famille et qui certainement n'est plus. Et cette personne est supposée, lorsqu'on vous donnait ce nom, la personne est suscitée, donc supposée ressusciter à partir du nom qu'on donnait à l'enfant. On disait que c'était l'âme de cette personne-là, du défunt, qui était revenue dans la vie et qui habitait le corps de cet enfant. Donc les parents étaient stricts là-dessus. On donnait des noms qui étaient connus dans la famille parce qu'il y a des gens qui étaient mortes, mais qui, pour eux, dans leur, justement, leur croyance, leur foi, c'était donc des gens qui revenaient pour continuer à vivre dans la famille. C'est ainsi que le nom de Yongo que je porte, par exemple, c'est le nom de mon père. Mon père l'a reçu de son père, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous sommes donc dans ce moderne où les gens maintenant veulent vivre, tout devient artificiel. Tout devient fantaisiste. On trouve par exemple qu'un prénom comme Bonaventure, comme Emmanuel ou Victor, c'est vieux. Et alors il faut changer. Et au lieu de Victor, alors, ou de Christophe, ou je ne sais pas quoi, on trouve quelque chose de... On dit par exemple Christos. Et comme on l'appelle pas Christos, ça fait un peu européen. Il se voit grec. Il se dit que ça fait américain. Vous voyez? Et il se plaît à cela. Donc il y a des noms comme ça où les gens lui ont changé. C'est moi parce qu'à la prière, on leur a dit non, si tu es un bon compas, si tu ne verras jamais l'argent, tu seras toujours malade, tu auras toujours la malchance. Donc il faut que tu enlèves ce nom-là pour te donner un nouveau nom. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va rapidement dire, moi on ne m'appelait plus comme ça, et voici maintenant mon nouveau nom. Et on lui donne quoi le nouveau nom? Donc ça peut aussi avoir une connotation spirituelle, comme c'est écrit dans le livre. Mais d'autres ne le font par fantaisie. Si bien que vous verrez aussi que certains, moi j'ai des amis qui ont ajouté à leur nom de famille le nom par exemple de sa mère, qu'il n'avait pas au départ. Il n'avait que le nom de son père, mais il ajoute le nom de sa mère. Et c'est ce que moi j'appelle un nom à rallonge. Vous comprenez? Donc certains le font par fantaisie. D'autres par exemple pensent que le nom serait une force, du nom émanerait une certaine auréole qui donnerait une certaine puissance spirituelle à un homme quand il le porte. Et c'est ainsi qu'il change de nom pour justement s'attirer plus de chance, plus de succès. Oui. Vous voyez, il y a aussi des cas comme ça. Oui, à en croire donc ce langage, on sous-entend que le nom a donc une influence sur la nature de la personne qui le porte. Et justement, oui, le nom a une influence, oui, parce que... Maintenant, quand on prend le nom d'un arrière-grand-père pour essayer de peut-être d'immortaliser, de faire à ce que ce nom ne puisse pas disparaître, un arrière-grand-père, on attribue ce nom à cette nouvelle génération. Est-ce que cet arrière-grand-père n'était pas peut-être un malfaiteur ou des mauvaises habitudes qui peuvent aussi se régénérer ou bien revenir dans le nouveau-né auquel on a attribué le même nom? Bien, vous savez, par expérience, pour nous qui avons grandi au village, hein, moi j'ai grandi au village, hein, bon voilà, je me suis adapté à la ville, mais j'ai grandi au village. Lorsque nos enfants naissaient, qu'est-ce qui s'est passé? On allait tout de suite voir un ganga, un féticheur. Parce que tant que l'enfant n'avait pas de nom, l'enfant passait tout son temps à pleurer. Toute la nuit, il ne dormait pas. Et cela agaçait les parents. Alors ils allaient donc en consultation, et c'est comme ça qu'on leur disait qu'il faut donner à cet enfant le nom d'un tel, de tel ancêtre, tel aïeul, qui était dans la famille, qui était mort depuis telle année. Il faut donner le nom. Et lorsqu'on attribuait le nom à l'enfant, il arrêtait de pleurer. Nous avons connu ce phénomène-là, nous qui avons grandi au village. On a vu ce genre de choses. Vous comprenez? Donc il y a un mystère qui se cache autour du nom. Il y a un mystère. Et je pense que ce que j'ai voulu dire, ce n'est pas le thème principal, bien sûr, de ces livres. Mais j'ai voulu aborder cette question parce que justement, c'était en rapport avec Tapi, le fait qu'elle a un nom qui tire à la fois qui vient du nom de son père et de son prénom pour justement être appelé ainsi. Et identifié comme tel. Toujours dans cet ouvrage, parlant des noms, je crois que Sarah a une question à ce sujet. L'auteur a fait également un petit jeu de mots entre les mots. On retrouve des noms plutôt connus, tels que Wenze, qui est devenu, je crois, Sarah va... Oui. Par la déroute de l'écriture,
le mot Wenze devient Nzwene. Pourquoi cette façon de faire? Est-ce pour transposer la réalité en d'autres manières ou pour tromper les lecteurs virtuels que nous sommes? Mais c'est aussi une façon de laisser au lecteur le temps de réfléchir, hein, et découvrir ce qui se cache derrière. C'est pas aussi mauvais. Tout ça, ça fait partie du décor, hein, de la beauté de l'écriture, de la lecture. Didel veut intervenir. Quelle est la morale que ce roman apporte aux jeunes lecteurs de cette génération? Bien, la morale, c'est que d'abord il faut être, en toute chose, il faut être innocent. Il faut être innocent. C'est-à-dire que vous devez toujours respecter les parents, vos parents, respecter la loi qui est établie dans le pays. Parce que c'est d'ailleurs ici le lieu, l'occasion de mettre à l'index le pouvoir hors norme de vous autres jeunes. La jeunesse croit que tout est facile. Aujourd'hui, tout le monde se consacre à l'alcool, à la drogue, au tabac, à la prostitution. Et la vie n'est pas faite que de facilité. La vie, c'est une école. Donc, on ne veut pas, n'est-ce pas, tomber dans la perversion, seulement parce que la vie est très dure et que la parole n'arrive pas à assurer votre existence. Non. Donc, la première des choses, c'est que Mika se retrouve en difficulté avec Pierrette Tapi, tout simplement parce que Pierrette Tapi n'avait pas sa pièce de carte d'identité. Si on avait une, c'est certainement que l'interpellation ne devait pas avoir lieu. La première des choses. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut vous rassurer que vous êtes en règle vis-à-vis de l'État. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il y a la loi. Et cette loi, justement, elle est faite d'obligations et d'interdits. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il faut faire. Et lorsque vous la violez, eh bien, c'est ce que nous appelons communément la délinquance juvénile. Vous tombez dans la délinquance. Je pense que la morale tient dans 3 phrases. Le pardon, il faut savoir pardonner. Ensuite, la justice de Dieu est au-dessus de la justice des hommes. C'est-à-dire que tout ce que l'homme peut faire est illusoire lorsque cela ne rapporte pas à Dieu. Et en 3e position, je dirais que tout le mal se paye ici-bas. Tout ce que nous faisons de mal, n'est-ce pas, il y a la sanction divine. C'est pourquoi nous devons nous efforcer à ne faire que le bien pour mériter le salut. Et donc, je pense que tout homme a l'obligation de savoir se conduire sur terre, de façon à préparer son voyage dans l'espère un peu plus subtil, plus élevé, notamment le ciel, de ce qui est écrit dans la Bible. Et comme tel, notre effort quotidien doit être justement de travailler notre volonté, de façon à ce que nous ne puissions agir que dans le bon sens, faire que ce qui est bien pour mériter justement le salut de notre âme. Une nuit blanche, un roman de Gérard Yongo, publié aux éditions L'Harmattan au Congo. Nous allons prendre à présent vos points de vue sur ce roman. On commence par Diouf. Mon point de vue à propos du livre, c'est que les mêmes pratiques d'hier, nous le retrouvons également dans la société actuelle. Dans la société actuelle, dans la mesure où nous retrouvons entre autres les arrestations des analphabètes, par exemple, l'amour des miliciens, en citant que cela. Oui, Didel, ton point de vue sur cet ouvrage? Ce roman nous relate des faits réels qui se passent dans la société congolaise, puisque l'auteur a abordé des thèmes tels que le mariage, l'arrestation et la mort. Dieu merci. Une nuit blanche, un chef-d'œuvre. Regroupant ici un certain nombre de faits réels et vécus dans le quotidien. Une fiction, certes, mais très proche de la réalité des lecteurs du monde francophone en général et des Congolais en particulier. Ce qui justifie incontestablement une littérature engagée. Sarah?
Moi, je dis que je m'attarde surtout sur le style. Dès le titre du livre, Une nuit blanche, c'est une image. De même, le contenu du livre, le style comique, je peux dire que l'auteur, à travers la comédie, je peux dire, a su aborder les thèmes de la société. C'est en quelque sorte ce que Molière a dit, castigare redendo mores, qui signifie corrige les mœurs en riant. Célia? Selon moi, Une nuit blanche est une œuvre qui nous interpelle vraiment. Tout d'abord par son caractère didactique, sa comédie, sa tragédie, et un peu plus loin par la satire que l'auteur fait pour la société congolaise. J'ai une question, madame. Oui. J'ai une question. Je vais revenir en ce qui concerne les noms des personnages. Les noms des personnages, nous pensons que nous le trouvons nullement en Afrique, juste que dans les deux Congos, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Et je reviens en ce qui concerne le livre de l'écrivain ambassadeur Henri Lopez, que nous avons étudié en terminale, celui de Bwakamabe Nasakade. J'ai oublié le titre, Le pleurer rire. J'aimerais savoir si, en quelque sorte, les écrivains congolais ne vous ont-ils pas influencé dans l'écriture de votre œuvre? Je n'ai pas été influencé, je ne pense pas. J'ai plutôt été influencé par la société elle-même, à travers le vécu quotidien. Puisque je vous disais que l'histoire part d'un fait réel, un fait vécu, n'est-ce pas, sur lequel l'auteur prend appui pour pouvoir justement composer le reste du texte. Donc l'influence a été justement de rapporter quand même quelque chose qui est intéressant. Pourquoi les gens ne seraient-ils pas tentés d'essayer de comparer les temps, les époques? Puisque à notre temps, c'était une époque, une mode, c'était quelque chose qui aujourd'hui m'amène à penser que finalement c'est l'homme qui est toujours au centre de tout. Lorsque l'homme a une petite parcelle de pouvoir, qu'il s'éveille ou qu'il s'arroge, la tendance est qu'il en use, qu'il en abuse, et finalement pour qu'il s'use heureusement ou malheureusement. Vous voyez? Mais très peu d'hommes pensent que lorsque on a un pouvoir, il faut que ce pouvoir-là puisse se rapporter aux autres hommes comme lui et surtout au Dieu créateur. Et les gens ont tendance à se voir qu'ils ont atteint la sommité, que finalement ils n'ont pas de compte à rendre, ce qui n'est pas une bonne chose justement. Donc il faut que lorsque vous avez un pouvoir à exercer, il faut avant tout penser que tout le monde doit tirer profit de ce pouvoir-là. C'est-à-dire que il faut que vous amenez les autres à s'émanciper à travers vous. Il faut que vous amenez les autres à voir grand à travers vous. Il faudrait que vous amenez les autres à se hisser au premier rang. Parce qu'ils auront vu en vous un exemple à suivre. Parce qu'ils auront vu en vous une identification. Ils doivent s'identifier à vous. Or, malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Je voudrais revenir sur le texte. Ce roman, c'est un récit. Et dans ce récit, il y a des micro-récits. Des petites histoires, des anecdotes, des contes. Et c'est le personnage principal de ce roman qui raconte. Ils sont arrêtés, lui et son ami sont arrêtés au sortir du cinéma. Et qu'est-ce qui se passe? Tout au long de la nuit, les miliciens les baladent dans la ville. Et pendant qu'ils se baladent, lui, il se raconte des histoires. Il repense à une anecdote, il repense à un conte, à ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'il passe toute la nuit. Et il est seul, dans sa tête, il pense. Et il se raconte ces histoires qu'on lui a racontées, ou encore des faits qu'il a vécus. Alors, ce que je voudrais savoir, pourquoi l'auteur qui est en face de nous a choisi ce style? Mais c'est un peu, j'ai voulu que la chose soit ainsi, parce que j'ai voulu avant tout que ce livre puisse être un livre de leçons de bon sens. C'est-à-dire que chacun de nous puisse trouver des réponses aux multiples questions qu'on peut se poser sur la vie,
Pourquoi? Parce que Mika et Pierrette affrontent là une difficulté de taille, une épreuve. Or, une vie sans épreuve n'est pas une vie. C'est-à-dire que chacun de nous est appelé à rencontrer des situations difficiles pour lesquelles il faut trouver une issue de sortie, une voie de secours. Il faut trouver une solution. Et justement, ce livre-là vous donne la possibilité de voir comment Pierrette et Mika avaient, si vous voulez, conduit leur destin face aux armes, face aux miliciens, qui ne voulaient rien entendre d'eux, rien savoir d'eux, et qui ont même tiré des rafales dans un marché, le marché de Genève dont parle le livre. Voyez-vous, c'est moi parce que l'une des femmes qui était parmi les marcheurs avait glissé, et lorsqu'elle a voulu se relever, elle a glissé davantage, et en même temps, elle a fini par entraîner au sol la dame qui lui avait tendu la main pour essayer de la relever. Et pour le milicien, il avait cru que les dames voulaient fuir. C'est ainsi qu'il s'est mis, il a tiré 3 rafales. Vous voyez? Et donc, c'est dire tout simplement que ce livre, j'ai voulu qu'il soit un condensé de toutes ces petites histoires, parce que je pense que l'une des autres se complète, et qu'il était peut-être de mon loi que ceci la soit adopté pour permettre à ce que, dans les plusieurs facettes qui sont dégagées dans